Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter, réalisé avec le réseau Via Télévision, les télévisions locales de France et la presse quotidienne régionale. Puis Territoire d'Info, avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Guillaume Larrivé, le secrétaire général délégué des Républicains, qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau. Enfin, la 3e partie consacrée à l'actualité sénatoriale et parlementaire avec Territoire Sénat. Dans un instant, c'est le JT des territoires et on s'y retrouve. À tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On part pour les Antilles et une mauvaise surprise sur le littoral caraïbe. Dès hier, en une nuit, d'impressionnantes quantités d'algues sargasses se sont échouées. Cela faisait plusieurs mois que le phénomène ne s'était produit dans le secteur. Cela a donc été pour beaucoup une surprise. Et certains professionnels du tourisme sont même inquiets que le phénomène ne gagne en ampleur ces prochains jours. Regardez ce reportage de Sandrine Claude pour Via ATV Martinique, notre partenaire sur place. Du jamais vu de mémoire de Foyalais, le quai des Tourelles s'est transformé en bac géant de sargasses. Dans le bourg de Schellcher, c'est jour de fête avec un public venu en masse pour la 6e journée du championnat des Yoles Rondes. Sauf que là aussi, les sargasses se sont invités aux festivités. Ça a été une surprise ce matin parce que je ne m'attendais pas du tout à voir des sargasses ici. J'ai croisé pas mal de nappes qui montaient vers le nord, mais je ne savais pas qu'il y avait des sargasses à Schellcher. Heureusement que ça ne sent pas parce que je ne serais pas resté. Cela faisait plus d'1 an que le bourg de Schellcher n'avait connu d'arrivée aussi massive. Le phénomène, qui concernait jusque-là en grande partie le littoral atlantique, commence sérieusement à inquiéter. J'ai l'impression que en fait, c'est un truc qui va se répandre un petit peu partout. Parce que bon, ça arrive à rentrer un petit peu partout. Mais bon, on dirait que c'est en progression. Il y a toujours beaucoup plus que d'habitude. Donc c'est un problème à régler, quoi. Bon, comment faire, on ne sait pas encore. Le courant spécifique de la côte Caraïbe permet d'éviter que les algues ne stagnent sur place. Mais déjà au large, l'on aperçoit de grandes nappes qui pourraient bien s'échouer d'ici peu. C'est peut-être même le début d'un nouvel épisode d'échouage massif. À peine 2 mois du Tour des Yoles, ces éléments ne pourraient-ils pas perturber les organisateurs? Nous sommes positifs. Pour nous, le tour, on le fera comme d'habitude, c'est-à-dire le véritable tour. Maintenant, si nous avons une arrivée massive de sargasses, on a déjà prévu effectivement un autre parcours, un autre plan. Des interrogations qui passent bien par-dessus la tête de ceux qui préfèrent s'adapter, ou du moins, tant bien que mal. Il n'y en a pas beaucoup dans la mer. On peut quand même se baigner tranquillement. J'essaie de les éviter. Quand ça vient sur toi, ça pique et ça gratte. J'essaie de les éviter quand je saute et quand je me baigne. Mais les sargasses ont déjà à plusieurs reprises montré l'impact qu'elles pouvaient avoir sur l'activité économique de certaines communes. Les restaurateurs ne cachent donc pas leurs craintes. Quand on est une grosse invasion de sargasses, là on peut les enlever nous-mêmes, celles qui sont devant le restaurant, mais s'il y en a trop, on ne pourra pas le faire et on a peur que les services de la mairie prennent du temps. Les plages de Lance-Madame et du Lido ont elles aussi vu de grandes quantités de sargasses échouer sur leur plan d'eau. Là aussi, bien que les sites soient quelque peu désertés, on a préféré composer avec. Retour en métropole, la ligne fret SNCF entre Perpignan et Rungis va-t-elle disparaître? Si la situation n'évolue pas, le transport de marchandises se fera par camion et ce, dès le mois de juillet. Et ce ne sont pas moins de 250 poids lourds qui effectueraient ainsi le trajet quotidiennement. Les explications de Tristan Lapierre pour Via Occitanie, notre partenaire. La ligne fret SNCF entre Perpignan et Rungis va-t-elle disparaître? Les syndicats ont à nouveau convoqué la presse pour faire part de leur inquiétude ce lundi. Petit rappel, ce train transporte 140 000 tonnes de fruits et légumes chaque année. Problème, les wagons frigorifiques sont jugés obsolètes et trop petits par les opérateurs qui exploitent la ligne. Améliorer le tonnage coûterait une vingtaine de millions d'euros.
Notre très grande inquiétude, et c'est la raison pour laquelle on va tout faire pour mobiliser très très largement à la fois les forces organisées du département, à la fois la population, bien évidemment, parce que les conséquences à moyen ou à long terme, elles peuvent être effectivement une remise en cause concrète de la plateforme logistique de Saint-Charles, et ça mettrait en grand danger des milliers d'emplois. On a chiffré en tout, si on prend les emplois induits, les emplois directs qui seraient menacés, on n'est pas loin des 9000 emplois supprimés dans un département qui souffre déjà terriblement du chômage. Si la situation n'évolue pas, le transport de marchandises se fera par camion dès le 15 juillet. 250 poids lourds effectueraient ainsi le trajet entre Perpignan et Rungis. On reste dans le transport ferroviaire avec le Grand Est maintenant, qui a dépensé 440 millions d'euros pour ses TER en 2018. Pour désenclaver ces territoires et assurer la pérennité de 3 de ces lignes, la région a décidé de les ouvrir à la concurrence, vous allez le voir. Qui sera aux commandes des premiers TER privés du Grand Est? Élément de réponse avec ce reportage de Fanny Bragard pour Via Mirabel, notre partenaire sur place. Pionnière dans la libéralisation du ferroviaire, la région Grand Est a acté l'ouverture à la concurrence de 3 de ses lignes, soit 5% de son réseau dès 2020. Une bataille commerciale que la SNCF, qui opère sur ces rails depuis 1938, a déjà devancée. Comme un paquebot se manœuvre avec une anticipation, pour faire évoluer la SNCF, il faut aussi un peu de temps. Mais pour autant, on sait être agile. Quand on a mis en place la nouvelle gamme tarifaire pour la région, on a travaillé en 6 mois. Donc moi, je sais que les cheminots sont prêts à innover, à être audacieux dans des délais qui sont courts et qu'on va pouvoir relever le challenge de la concurrence. Transdev, principal concurrent de la Deutsche Bahn avec 8% du marché ferroviaire allemand et lui aussi sur les rails. Pour assurer la pérennité des lignes du Grand Est, le groupe français mise sur plus de flexibilité. En travaillant avec les agents, de telle sorte à pouvoir optimiser leurs services, assurer une polyvalence, comme nous le faisons déjà d'ailleurs sur notre exploitation en Bretagne. Le conducteur évidemment conduit son train, mais il peut également faire des manœuvres et il peut également faire le tour du train, s'assurer que tout va bien avant de partir ou après, qu'il n'y a personne qui est resté à bord, voire faire un petit coup de nettoyage si c'est vraiment nécessaire. Une diversification des tâches dans laquelle s'est engagée la SNCF. Malgré des baisses d'effectifs, l'opérateur historique atteint 97% de régularité sur le réseau Grand Est, une rentabilité que la SNCF continue d'améliorer, à l'image du cadencement qui va intervenir en Champagne-Ardenne. Forte de son expérience allemande, où elle a réouvert et revitalisé des lignes de train, la société Transdev joue, elle aussi, la carte de l'efficience. Notre apport, c'est évidemment d'avoir beaucoup plus de souplesse, d'agilité pour pouvoir répondre au plus près aux besoins des clients et d'apporter finalement un service plus important, plus dense, pour un coût inférieur pour la collectivité. D'autres opérateurs répondront sans doute aux appels d'offres de la région Grand Est. Le ou les exploitants retenus feront circuler leurs trains sur ces lignes courant 2022. C'est devenu un problème. Comment détecter et surtout déconstruire les fake news sur Internet? Pas si simple, ni pour les jeunes, ni pour les moins jeunes. Pour y voir plus clair, nos confrères de Via LM TV au Mans ont suivi une journaliste qui donnait il y a quelques jours une formation destinée aux adultes et aux professionnels qui travaillent tous les jours avec des enfants. Ils ont pu obtenir quelques clés pour combattre les fake news et ont pu échanger entre eux sur leur quotidien. Un reportage de Mathias Hubert. Regardez. Ils sont profs, animateurs, éducateurs, tous travaillent au contact des jeunes et sont confrontés à un moment ou à un autre aux fake news. Ces fausses nouvelles qui pullulent sur Internet, un mal du siècle qui d'ailleurs ne touche pas que la jeunesse. Ça dépend ni de l'éducation, ni de la classe sociale, ni de l'intelligence, ni de l'âge. C'est le cerveau qui nous joue des tours. On a tendance à croire au fake, la théorie du complot étant le summum de la fake. D'abord parce que ça nous réassure dans nos opinions, dans nos croyances, donc on partage, on dit voilà, on est dans sa zone de confort intellectuel. Il faudrait numéroter les questions et répondre aux deux. La journaliste Agathe André, en résidence au quartier sud du Mans, s'attelle donc à donner des outils à ces professionnels, parfois désarmés, face aux fausses nouvelles. C'est compliqué à défaire dans la globalité parce qu'on l'a vu là sur les théories conspirationnistes, il y a beaucoup d'arguments repris pêle-mêle et les jeunes sont très ancrés là-dedans. Il faut tout redémonter point par point et c'est vrai que c'est très très long. C'est des sujets très sensibles et
Voilà, c'est difficile de convaincre quelqu'un qui est convaincu par une théorie du complot. Donc voilà, il faut être très très outillé pour pouvoir le faire. Notre film doit être mis sur le web par quelqu'un de crédible pour les complotistes. Pour déconstruire, il faut d'abord comprendre. La journaliste utilise par exemple ce film qui montre comment fabriquer et diffuser soi-même une théorie du complot. J'ai entendu que des vrais complots existent, mais que la théorie du complot, les conspirationnistes, les complotistes, c'est une vision complètement paranoïaque du monde. Donc de voir en fait comment on construit une vidéo complotiste, comment on les repère, en fait, quel est le code du genre et comment ça se diffuse en fait sur Internet. La lutte contre les fake news est devenue un enjeu sociétal. Depuis 2018, l'éducation aux médias est enseignée dès le CP jusqu'à la terminale. Une belle histoire maintenant. 2 retraités redonnent vie au seul commerce d'un village du Tarn. Une aventure inédite qui redonne le sourire aux habitants du village et qui a pu se concrétiser grâce au soutien de la commune. Reportage sur place d'Anne Auger de la Dépêche du Midi, nos confrères de la presse quotidienne régionale. Rosie et Solange sont 2 amies retraitées. Depuis 1 an, elles ont repris la seule épicerie du village, fermée depuis 4 mois. Une nouvelle aventure presque synonyme de coup de folie. Un jour, nous faisions un repas et avec Rosie, j'étais à côté de Rosie à table. Et sachant que l'épicerie était fermée, on a pris la décision de l'ouvrir, peut-être de la remonter nous-mêmes. C'est parti comme ça, sur un coup de tête. Voilà. En voici le résultat. Au Pain Bar, un commerce constitué d'une épicerie avec des pots de pain, mais aussi d'un bar. Solange et Rosie ont tout rénové grâce au soutien de la commune qui a beaucoup investi dans le projet. Je suis très admiratif de la part de 2 personnes qui pourraient profiter largement de leur retraite et de l'investissement en temps et en énergie qui est la leur au niveau de ce local. Et c'est très apprécié, évidemment par la municipalité, c'est une chose, mais aussi par les gens de la commune qui trouvent ici un point de rencontre, un lieu de vie au cœur du village. Ça occupe, ça permet de se dynamiser, de voir autre chose, de ne pas rester assis sur le canapé toute la journée à regarder la télé. Le commerce est ouvert tous les jours, une initiative très appréciée dans le village qui évite aux habitants de parcourir au moins 15 km pour aller faire leurs courses. On poursuit cette revue de l'actualité des territoires avec la presse quotidienne régionale et c'est une dans un instant. À tout de suite. Voilà, on démarre avec la Dépêche du Midi, avec cette une nationale sur l'opération survie des Républicains. Saveria, bonjour. Bonjour. Gérard Larcher est à la manœuvre aujourd'hui. Comment sauver la droite? Le président du Sénat réuni tout à l'heure à huis clos plusieurs ténors de la droite et du centre, une initiative de rassemblement à laquelle Laurent Wauquiez pourrait également participer. Objectif, lancer la reconstruction des Républicains une semaine après la débâcle aux européennes. Le statu quo ne peut être une réponse. Nous ne pouvons assister spectateurs à la désintégration de la droite et du centre qui seuls peuvent représenter une alternance crédible. Je ne peux m'y résoudre, écrit Gérard Larcher dans cette lettre d'invitation. Voilà, Guillaume Larrivé, le secrétaire général délégué des Républicains et député de Lyon, sera notre invité politique tout à l'heure dans Territoire d'Info. À la une de la Marseillaise, c'est le revenu universel. L'arnaque en marche. Emmanuel Macron l'avait promis lors de la présentation du plan pauvreté en septembre dernier, la création d'un revenu universel d'activité pour 2020. Le but de ce RUA est de rassembler plusieurs aides sociales en une seule. Au moins 3 allocations sont concernées, le revenu de solidarité active, le RSA, la prime d'activité et les aides au logement. Mais les acteurs de la solidarité sont inquiets. Censé simplifier les aides sociales, le dispositif gouvernemental risque en fait d'en réduire le champ et d'exclure certains travailleurs pauvres. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA, journaux du groupe EBRA, le tout numérique inquiète dans les lycées. Le numérique à marche forcée dans les lycées du Grand Est. Des enseignants disent non. Une 50aine de personnes se sont rassemblées hier soir pour protester contre le programme Lycée 4.0, un projet qui prévoit de remplacer tous les manuels scolaires par leurs équivalents numériques. Un passage qui inquiète en effet les enseignants. Exemple avec Aurélia Sor, qui est professeure de lettres
au lycée Henri Poincaré de Nancy. Apprend-on mieux avec le numérique? Ce n'est pas sûr. Quel est l'impact de ce temps passé devant un écran sur la santé, sur la qualité de vie des élèves? Certaines études en la matière sont inquiétantes. Et puis, quelles conséquences sur l'environnement? La pollution liée au numérique est plus forte que la pollution avec le papier. La région Grand Est va en tout cas se positionner comme la première région numérique de France. Ils nous ont libérés il y a 75 ans. L'hommage à nos libérateurs dans la presse de la Manche ce matin. Coup d'envoi hier d'une grande semaine de commémoration à 40 ans. Ce sont des enfants qui ont rendu hommage aux vétérans. C'est en Angleterre, en tout cas à Portsmouth, que les chefs d'État vont se réunir demain, mercredi, autour de la reine Elisabeth II. Les grands alliés seront presque tous réunis. Emmanuel Macron va faire le déplacement, ainsi que Donald Trump et Justin Trudeau, le président canadien, seront également présents pour l'occasion Angela Merkel. Et selon l'Élysée, ce n'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui sera donc le grand absent de ce rendez-vous. Donald Trump est ensuite attendu en Normandie pour un hommage aux vétérans américains. Merci Saveria, tout à l'heure pour l'actualité sénatoriale. On passe au Club de la Presse dans un instant. Gaëtan Bossard, Jean-Baptiste Forêt, à tout de suite. Bonjour Gaëtan Bossard, bonjour, merci d'être avec nous. Vous représentez les éditions Hauts-de-Seine du Parisien, merci d'être là. Paris et le Grand Paris va se végétaliser, on va y revenir dans un instant avec vous. Tout ça, ça va devenir vert, hein, comme le souhaitent les architectes et sans doute les habitants. On va en parler dans un instant. Et puis avec vous, Jean-Baptiste Forêt, malgré le départ des militaires, les villes de garnison, on les appelait comme ça autrefois, gardent la foi. On va regarder ce matin l'exemple de Langres. Vous allez nous raconter comment le départ de ces militaires, au fond, fait que cette ville doit se remettre en question, comme beaucoup d'ailleurs. Oui, c'est une ville assez emblématique du quart nord-est de la France, qui est à la peine, qui a perdu beaucoup de ses industries et puis de ses garnisons. C'était des villes de garnison, les villes comme Langres. En l'espace de 30 ans, Langres a perdu 30% de sa population, sa brigade spécialisée dans le matériel, qui représentait quand même 400 hommes. 2,6 millions d'euros, c'est le poids du départ des militaires sur l'économie locale en 2010. C'est énorme. Oui, c'est assez énorme parce que c'est quand même une petite ville de 7900 habitants, pardon. Donc ils ont du mal à se relever parce que la population baisse. Donc du coup, Langres a perdu son tribunal d'instance, sa maternité, mais Langres quand même garde la foi. C'est-à-dire que la ville a mis en place tout un système de maisons de services au public. Il regroupe les services publics. C'est d'ailleurs l'idée d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat. Il veut multiplier les structures de ce type-là afin de garder les services publics dans ces zones parfois un petit peu difficiles en termes de présence du service public. Et puis il y a un grand trou noir dans cette ville qui correspond à l'endroit où était implantée cette brigade. Alors peu à peu, les élus bricolent un peu, mais l'argent public n'est pas est un peu rare quand même dans ces zones et l'État est parfois aux abonnés absents. Alors la Gazette des communes, des départements et des régions, vous représentez sur ce plateau ce matin, donc lance une série de reportages pour rendre compte de la réalité de ce recul des services publics. On le mesure comment sur l'échelle du nombre de services publics qui diminue? Comment vous avez fait? Alors, en ouverture de cet article, de ce reportage, on a eu un article plus global qui donnait un certain nombre de chiffres. Là. Depuis 30 ans, on a perdu près de 25% d'écoles en France. Donc, quand je disais l'échelle, c'est un quart aujourd'hui. Un quart pour les écoles, pour les bureaux de poste, on est à 36%, pour les maternités, on est à 48%. Donc, les chiffres sont quand même assez impressionnants. Il faut toutefois les modérer parce qu'on a eu des regroupements pédagogiques qui n'ont pas augmenté du coup le taux d'encadrement pour les enfants. Les bureaux de poste de plein exercice ont été remplacés par ce qu'on appelle les points de contact dans le jargon de la Poste. C'est-à-dire que les gens ont toujours accès à ces services-là, mais plutôt dans des bars-tabac, par exemple. Alors, certains disent que c'est le service public low cost, mais bon, le service public est quand même toujours présent de cette façon-là. Et puis les maternités, c'est aussi la même chose. Il y a eu une plus forte sécurisation. On voit un certain nombre de femmes qui préféraient aller dans une maternité à 50 km sécurisée plutôt que dans la maternité de
de leur petite ville. Alors on revient à Langres, qui Ouais. est l'objet de cet article dans la Gazette des communes, donc avec la disparition de cette garnison qui est partie en 2010, ça a démarré ses départs. Elle n'a pas été protégée du fait que c'était une ville avec beaucoup d'ecclésiastiques. Langres, vous dites, elle a longtemps été un puissant évêché. Tout à fait, tout à fait. Delphine Gerbeau, qui a écrit ce reportage, ouvre son article par une boutade. À Langres, on disait qu'il y avait un tiers de civils, un tiers d'ecclésiastiques et un tiers de militaires. Donc Langres a perdu son évêché il y a bien longtemps. Et sa brigade, donc il ne reste plus que les civils, mais qui gardent la foi. Comment le maire de cette commune que vous avez rencontrée doit réagir aujourd'hui? Comment il peut plaider sa cause? Auprès de qui? Il n'y a plus de direction de l'aménagement du territoire, donc il se tourne vers qui, le maire qui a ce type de problème? L'État est quand même présent, il y a un sous-préfet qui reste dans... Elle parle d'ailleurs, la sous-préfète dans le Un sous-préfet qui reste dans la localité. Une femme. Oui, sous-préfet qui, je crois, est quand même assez proche de la retraite. Mais vous avez raison, Cyril, pardon. Vous avez raison, parce que le problème, c'est quand même cette politique d'aménagement du territoire qui est un petit peu qui a été abandonnée en rase campagne. C'est-à-dire qu'on a des plans thématiques pour les déserts médicaux, pour les centres-villes en déshérence, mais il manque évidemment une grande politique globale pour ce quart nord-est qui correspond quand même à cette zone de fracture, avec des votes comme à Langres pour le Rassemblement national qui évidemment ont été très élevés lors des européennes. Jean-Baptiste Forêt, un papier de Delphine Gerbeau dans la Gazette des communes, le départ des militaires à Langres. Mais Langres garde la foi. Bonne nouvelle. Bonjour Gaëtan Bossa, rebonjour. Ça pousse sur les toits, un peu partout d'ailleurs, potagers, espaces de verdure. Elle se multiplie sur les terrasses de la métropole parisienne avec des résultats surprenants en matière de faune, de flore. Et puis surtout, j'ai vu qu'il y avait des espèces nouvelles d'animaux, notamment des escargots, qui sortent de ces nouveaux jardins végétalisés. Incroyable. Oui, comme quoi la nature peut reprendre ses droits dans des lieux très urbanisés, comme la capitale et sa banlieue. L'hélicette veloutée, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un petit escargot. Qu'on ne connaissait pas. Moi non plus. Et les scientifiques non plus, il paraît qu'on l'a découvert à l'occasion de cette végétalisation des toits. Peut-être qu'il existait quelque part, mais en tout cas pas à Paris et pas en région parisienne. Et oui, voilà, ça prouve que la faune et la flore peuvent reprendre leurs droits pour peu qu'on leur laisse la place. Et c'est l'objectif de plus en plus de villes. On a l'exemple de Paris, là, en l'occurrence, qui avait promis de végétaliser 10 hectares de toits, de façades d'ici 2020, et l'objectif est en passe d'être atteint. Donc c'est des végétalisations soit partout, laissées... sur le toit d'une usine, j'ai vu, là, partout il y a une photo on peut, derrière vous. mais c'est vrai, il y a beaucoup d'espaces qui s'y prêtent. Il y a des conservatoires, des médiathèques, des écoles, des entrepôts, des parkings, des bâtiments administratifs. Tout le monde s'y met pour peu que l'espace soit aménageable, évidemment. Et on laisse soit la nature reprendre ses droits et prospérer, et voilà. Soit on cultive, on propose des cultures, des fruits, des légumes. Ça se fait beaucoup. Alors la question qui s'impose, c'est ils ne sont pas pollués, ces fruits, ces légumes, du fait de pousser comme ça en pleine ville? Ils sont un peu exposés à la pollution, mais il faut bien commencer quelque part. On peut faire baisser la température des villes, dit cet auteur d'un livre d'ailleurs sur cette végétalisation urbaine. Oui. C'est-à-dire ? Ce sont les fameux îlots de fraîcheur qui n'existent plus en ville et qui font que lors d'épisodes de forte chaleur comme on connaît ces derniers temps, font que les chaleurs est écrasantes en ville parce que le béton accumule la chaleur. Et ces îlots de fraîcheur, ce sont des îlots végétaux. Il y a d'ailleurs des maires qui ont décidé de replanter à certains endroits spécifiquement pour lutter contre la canicule. C'est pas pour ça qu'il fera moins chaud, mais au moins on sentira moins puisque ça absorbe la température. En effet. Il y a une concertation entre tous ces maires. Est-ce qu'il y a une politique d'aménagement des toits végétalisés de Paris? C'est un peu la question que je posais à Jean-Baptiste Forêt pour les désertifications. Est-ce qu'il y a une centralisation de cette politique d'aménagement de la végétalisation dans Paris ou pas? Alors là, et le Grand Paris, donc. Oui, là, en l'occurrence, ces initiatives dont on parle aujourd'hui relèvent de la ville de Paris, mais ont essaimé en dehors de la ville, en concertation avec la métropole du Grand Paris, qui encourage... Patrick Ollier, le président. Tout à fait, qui encourage ces initiatives. Mais il y a aussi plein de projets
qui poussent, en l'occurrence à droite, à gauche, sans que ça soit un vaste plan global. Par exemple, on a parlé récemment dans nos pages de Montrouge, de 2 sœurs qui voulaient cultiver du safran, faire revenir le safran à Montrouge, et qui vont s'installer sur des toits d'écoles. Le safran, l'herbe aromatique, tout à fait, récolter, faire participer les habitants. Il y a aussi un rôle social dans pas mal de ces projets, puisque certains proposent à la location des lopins de terre, par exemple, et ça marche très fort, les gens s'y remettent. Alors, s'y mettent tout court. Alors sur le toit d'une usine, j'ai vu à Ivry, il y a carrément des arbres exotiques qui poussent. Oui, alors ils arrivent là, enfin les graines... Naturellement, on les met, ça pousse. Oui. En fait, il y a des espèces qui arrivent par voie des airs, avec les oiseaux, et voilà, qu'on n'a pas semé intentionnellement. Il y a des nouveaux métiers issus de ça? C'est-à-dire que les gens qui végétalisaient, toi, c'est devenu une profession? Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées, de petites start-up, d'associations aussi autour de ça. Il y a en effet des métiers qui se développent. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a un centre commercial qui propose des salades sur des plans verticaux où les gens peuvent venir, et on appelle ça des city farmers ou des urban farmers qui viennent cultiver les salades sur les toits. Eh ben Jean-Baptiste Forêt va aller acheter ses salades comme ça. Merci Jean-Baptiste Forêt, la Gazette des Communes. Merci Gaëtane Bossat. Donc dans vos pages Grand Paris, ça pousse sur les toits de la métropole, de cette grande métropole parisienne maintenant, qui végétalise de plus en plus ses toits. Et c'est dans le Parisien aujourd'hui, dans les pages Grand Paris. Merci beaucoup à vous deux. On va regarder la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, avec des orages à prévoir. On se retrouve juste après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est Guillaume Larrivé, le secrétaire général délégué des Républicains et député de Lyon, qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau. Pour l'instant, on va partir du côté du reste du monde. Ce que vous devez savoir de ce qui s'y passe, on part au Soudan, qui reste un sujet de préoccupation après la violente répression contre des manifestants qui campaient devant le siège de l'armée depuis 2 mois, vous le savez. Et puis on va se rendre à Londres en images, où Donald Trump est en visite d'État, avec les images du dîner banquet offert par la reine à son hôte. Vous allez le voir, à tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est une annonce qui pourrait aggraver une situation déjà très chaotique. Le chef du Conseil militaire de transition, au pouvoir au Soudan depuis le 11 avril, annonçant des élections dans les 9 mois et la rupture des relations avec l'opposition. Le Conseil militaire a décidé de ce qui suit, annuler ce qui a été convenu et mettre fin aux négociations avec les forces de liberté et de changement. Convoquer des élections générales dans un délai n'excédant pas 9 mois, avec une surveillance internationale et régionale. Un survol de Londres en hélicoptère vers l'ambassade des États-Unis pour Donald Trump et son épouse, après la première journée de leur visite de 3 jours au Royaume-Uni. Journée bien remplie, marquée par un accueil royal, avec entre autres le dîner d'État au palais de Buckingham, occasion pour la reine Elisabeth II de rappeler la relation étroite entre les deux alliés.
Les visites des présidents américains nous rappellent toujours l'amitié étroite et de longue date entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Et je suis très heureuse que nous ayons une autre occasion de démontrer l'immense importance que nos deux pays attachent à nos relations. Dans son appartement de Phnom Penh, Jeng Mao se détend. La situation est revenue à la normale, mais il y a quelques semaines, en pleine saison sèche, faire la cuisine, le ménage ou prendre une douche était devenu compliqué. Avant, il n'y avait presque plus rien. Mais maintenant, l'eau coule fort à nouveau. Pendant plusieurs semaines, aux heures de forte demande, les habitants ont été touchés par des baisses de pression importantes, voire des coupures d'eau. Par le passé, on n'avait pas ce genre de problème. Cette année, c'est la première fois. Alimenté en abondance par le Mékong, le réseau d'eau de Phnom Penh est pourtant particulièrement performant pour un pays en développement. Dans la cour familiale, il tord des fils de fer et un tableau prend forme. Du plastique, de vieilles tongs, des perles et des bouts de ficelle. Apollinaire recycle tout, depuis toujours. Petit déjà, il fabriquait ses jouets avec des boîtes de conserve. Ici, c'est les gaines des pneus. L'une de ses matières principales pour tisser le fond de ses toiles. Apollinaire est artiste plasticien, autodidacte, qui a surpris tout le monde. Quand le grand frère amenait ses déchets, nous du coup on est inquiets, on se disait qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il n'a pas pété les câbles ou il n'a pas pété les plombs? Du coup on se moquait même de lui.